Hey, bon matin tout le monde, bienvenue à l'émission quotidienne Les Voix du Cœur accompagnée de nos chroniqueurs. Et en ce beau mercredi matin 12 juillet, j'ai le plaisir de commencer cette journée avec mon ami Goulven Bazir, la chronique Cohabiter avec la nature. Et ce matin, le thème de la chronique, un été qui vous fera changer d'avis sur la canicule. Et là, j'ai failli dire l'erreur que je disais à cause que tantôt, j'ai failli. Salut Goulven, bon matin mon ami. Salut Mario, bonjour. Bonjour à chacun, merci d'être présent. Bonjour à tous les passionnés de la nature et de l'habitat d'être présents pour pouvoir suivre une belle solution sur ce qu'est la canicule. Non, pas la canicule. Comment on ne peut penser à la canicule, juste à se dire « Oh, il fait chaud aujourd'hui, mais ça va, je sais gérer. » Mais est-ce qu'à force de dire justement ah, il fait chaud, ah, il fait chaud, ça peut amener notre condition à dire oh, il fait chaud, en vérité, on peut passer à côté de belles solutions très faciles pour aérer notre environnement et notre corps aussi en même temps. Exactement, mais ça arrive plus souvent dans le sens inverse. Il fait froid, il fait froid, il fait froid. Alors, il peut faire plus 15 degrés et mourir de froid. C'est arrivé il n'y a pas longtemps à une jeune femme qui était en forêt, qui a eu un accident de voiture, qui a eu une panne de voiture, qui s'est promenée en forêt pour pouvoir essayer de trouver de l'aide. Okay. Et elle est morte de froid alors qu'il fait plus 15 degrés. Donc c'est pas normal à plus 15 degrés que notre corps meurt. Mais elle s'est persuadée qu'il faisait tellement froid qu'elle en est morte. Wow. Alors je sais pas si ça marche aussi si elle se persuadait qu'il fait trop chaud, mais c'est possible d'en mourir en tout cas. Oui. C'est possible d'en mourir, donc les amis, on va faire attention, très très attention. Mais oui, donc, effectivement. Persuadez-vous plutôt qu'il fait bon, il fait frais, quand vous avez trop chaud. Ça peut peut-être faire l'effet inverse. Effectivement. Écoute, Goulven, aussi, bon, ça fait drôle de parler aujourd'hui de canicule avec le genre de température qu'on a actuellement au Québec et probablement à certains endroits. Mais quand le temps se présente et propice, on vit des périodes intenses de chaleur et d'humidité qui fait que les maisons ou notre environnement peut être affecté assez rapidement. Tout à fait. La chose la plus simple à comprendre, c'est qu'une canicule, c'est quoi? C'est en général, on mesure en température ambiante extérieure qui va dépasser les 30, 31, 32 degrés à l'extérieur. Et quand on rentre dans la maison, l'écart de température n'est pas suffisamment important pour qu'on puisse se dire ah, il fait bon à l'intérieur de la maison. L'écart idéal, c'est un écart entre 6 et 7 degrés, 8 degrés grand maximum, parce que si c'est trop grand, ça fait un effet grotte. Tu as l'impression de rentrer dans une grotte et il fait trop froid. Et s'il y a un écart qui est trop froid, à force de rentrer et sortir lorsqu'il fait trop froid dedans et trop chaud dehors, le corps il a tellement de température, delta de température à s'habituer, il peut tomber malade. Mais bon, la maladie, elle vient aussi avec l'esprit, donc on vient de le voir avec la phrase, à chacun sa phrase, mais voilà, l'idéal, c'est quand même de maintenir un écart de température maximal de 7 degrés. 6-7 degrés. Ce serait vraiment l'idéal. Donc, quand il fait 23 dans la maison et qu'il fait 30 dehors, c'est parfait. La canicule, elle peut rester dehors. Mais comment maintenir cet écart de température? C'est ça la question. Ouais. Comment est-ce qu'on va faire pour se sentir bien puis maintenir ça? Puis moi, je sais qu'actuellement, j'ai la bonne personne en avant de moi pour me guider vers ces quelques petits trucs et conseils-là, parce qu'on a déjà pratiqué. Mais Goulven, oui, c'est souvent des petits gestes et des questions qu'on peut se poser. C'est-tu possible de climatiser notre environnement à la place d'installer 28 climatiseurs après toutes les fenêtres de la maison pour essayer de garder cet air frais-là? Et le lendemain, aussitôt qu'il y a encore un soleil qui plombe, on n'est pas plus capable de garder ça frais à part que d'entendre 8 machines à faire du bruit pendant toute la nuit. Ah, je suis pas capable. Moi non plus, j'ai du mal. J'étais en admiration face à un de mes colocataires qui lui avait sa machine de ventilation, de climatisation à côté de sa tête de lit, de son oreiller. Il disait, moi le bruit ça me dérange moins que d'avoir trop chaud. Oh. Je ne comprenais pas comment il était en mesure de faire ça. Franchement, c'est de la grande admiration parce que même s'il avait des bouchons d'oreilles, c'était pas suffisant selon moi. Non, moi, selon moi non plus. Ça, dans mec, il y a une grosse lumière plus le bruit à pleine face. Let's go, comment t'as une belle nuit de sommeil, mon ami. Mais bon, effectivement, il y en a que la chaleur, c'est vraiment intense pour eux et je peux juste prendre un exemple vite de même. J'ai une de mes grand-mères qui dans son vivant était intolérante à la chaleur et au petit soleil. C'était quand même hallucinant. Donc, des gens sont intolérants à la chaleur, pauvres eux, mais ça existe. Mais aussi, est-ce qu'on juste
climatisant notre climat, de petits trucs que tu vas nous amener, ben ça nous permet d'être mieux et de pas sentir cette pression-là. Alors, est-ce que tu avais une question pour moi, je crois, ce matin, non? Ah, écoute, j'en ai plein de questions pour moi, mon ami. C'est de climatiser mon espace. Exemple, on va commencer, on va prendre un exemple, mon studio aussi. Actuellement, il fait 25 degrés Celsius dedans, parce que là, j'ai le petit ventilateur, l'air frais du matin, mais sinon, ça peut monter à 32. Aussitôt que le soleil arrive, quelques minutes plus tard, ça monte à 27, 28, 29, 30, 31, 32. Je veux pas installer de climatiseur parce que j'aime pas le bruit, mais est-ce que je peux me sentir bien ici, là? Comment je vais faire? Déjà, il faut comprendre d'où vient la chaleur. Du toit. Dis-toi. Non, il vient du soleil avant tout. Donc Excuse-moi de t'avoir piégé là, mais... Du soleil, du toit. C'est ça, du soleil, du toit. Donc, ce qui est important, c'est de trouver un masque qu'il va y avoir entre le soleil et toi, ta personne. Et ta personne, il y a la personne, il y a le soleil qui est là-haut, et qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme plusieurs masques ombre pour pouvoir réduire, faire tomber la température au maximum. Et ce qui est intéressant, c'est de jouer sur l'ombre, mais c'est aussi de jouer avec le vent, parce qu'on se rend bien compte que quand le ventilateur il tourne, bon là il est éteint parce qu'il fait bon dans ma chambre, mais cette nuit je peux vous assurer qu'il a tourné la température au maximum. Oh, oui. Et ce qui est intéressant, je m'entends en double, mais ça va arrêter. Voilà, merci. T'as eu une période de double, hein? ça fait toujours étrange de s'entendre. C'est qui me répète comme ça à perroquet? Il s'appelle Goulven. Ah, c'est quelqu'un de bien. Écoutez-le, parfois il dit des bonnes choses intéressantes. Il est bon gars. Désolé. Donc oui, donc ce qui est important, c'est de prendre en compte le soleil, l'ombre, la vitesse du vent, parce que quand on a un vent qui tourne relativement bien, je parlais des ventilateurs au-dessus de ma tête, ce qui est important, c'est qu'il tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre en été. Est-ce qu'il tourne dans le bon sens? Parce que si il prend l'air de la pièce, il le monte au plafond, ça rafraîchit pas. Ça, c'est quand il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Quand il tourne dans l'autre sens, dans le sens inverse, et là, il va prendre l'air du plafond, il va le pousser vers toi, vers le bas de la pièce. Et c'est à ce moment-là que toi, tu sens l'air qui tombe dessus. Et dès qu'on ressent une vitesse d'air à 2 mètres seconde, on commence à ressentir légèrement un rafraîchissement. Et c'est à partir de ce moment-là où ça favorise la transpiration du corps. Et quand le corps se met à transpirer, il évacue de la chaleur. Parce que chaque gouttelette que le corps va évacuer, il y a un changement d'état de phase de l'eau qui va être de l'eau liquide en état gazeux. Et quand l'eau liquide passe en état gazeux, il mange des calories. Il prend les calories du corps et il les évacue vers l'extérieur. Donc c'est comme ça qu'on pourrait rafraîchir le corps. Mais j'ai jamais réalisé que mon ventilateur virait pas sur le bon bord, effectivement. Donc je vais le virer tantôt après l'émission. C'est vraiment une chose toute bête, mais oui, c'est vrai que c'est comme ça que ça fonctionne. Oui, effectivement. Puis l'hiver, on fait le contraire parce qu'on veut conserver, on veut faire monter la chaleur pour qu'elle puisse se diffuser dans toute la pièce, pour qu'il y ait une température homogène dans la pièce. C'est pour ça qu'on le fait tourner dans le sens des aiguilles de montre en hiver. Et c'est pour ça que quand tu te mets debout sur un petit tabouret, il y a un petit bouton droite ou gauche. Ça dépend des ventilateurs. Là, il y en a qui ont des chaînes, il y en a des boutons, il y en a qui sont trop hauts. Non, on peut pas y aller. Tu le mets en usage quotidien, genre si c'est plutôt l'été ou plutôt l'hiver. Moi, en hiver, il tourne quasiment pas parce qu'il fait assez chaud dans ma pièce. Donc petit truc, les amis. Donc, c'est une chose. D'où vient le soleil, faire de l'ombre et la ventilation. Ensuite, évidemment, c'est de boire de l'eau. Tu bois ton café, c'est très bien. Boire tout ce qui va être rafraîchissant. J'ai mon eau aussi. En plein été, ce qui va être intéressant, bien sûr, c'est de boire de l'eau. Tout le monde dit qu'il faut boire de l'eau à température ambiante. Ça, c'est ce qui est le meilleur pour la santé. C'est sûr que quand on boit de l'eau plus fraîche, ça rafraîchit. Moi, j'ai observé que les Marocains, les Algériens, ils boivent un thé à la menthe, par exemple, extrêmement chaud. Oui. Pour une simple et bonne raison. Parce que déjà, la menthe, ça rafraîchit. Et 2, le fait de boire très très chaud, ça favorise la transpiration du corps et donc on se met à transpirer, donc ça rafraîchit le corps aussi. C'est un peu paradoxal parce que comme on boit très très chaud, on n'a pas la sensation de se rafraîchir. Mais sur le long terme, c'est ce qui fonctionne le mieux parce que ça nous hydrate. Et c'est ça qui est le plus important. Être hydraté.
Mais c'est vrai, parce que tu viens de dire là, tu sais, tu viens de parler, bon, les Marocains avec le thé chaud, etc. Mais je me souviens souvent, quand j'étais plus jeune, ma grand-mère ou mon grand-père disait, l'été, quand il fait bien chaud, arrête d'avoir de l'eau trop froide, tu vas avoir encore plus chaud. Prends une bonne tasse d'eau chaude. Il me disait ça, prends une tasse d'eau chaude. Arc! Mais c'est une réalité. Mais on est C'est habitué à trouver de quoi de le plus froid, hein? Un cappuccino glacé. Oh. Mais bon, excusez. Chacun ses préférences. Après, il faut comprendre son corps, être à l'écoute. Puis Oui. si boire très très froid, ça te dérange pas au niveau de ta santé, ton système digestif, continue à le faire. Moi, je peux pas boire de l'eau glacée. S'il y a trop de glaçons dedans, je me sens pas bien. Je me sens comme vaseux. Donc, c'est vraiment Oh, important oui. pour moi d'aller plutôt boire un thé chaud. Oui. Effectivement, c'est bon en plus. Puis moi, en tout cas, j'ai la preuve comme quoi que si on boit trop froid, pour moi, ça n'a pas un gros impact. Au contraire, ça a un impact contraire. Et on dirait que j'ai encore plus chaud, j'ai encore plus soif. Donc, un thé. Voilà, le thé. Donc ça, c'est vraiment les trois choses les plus importantes. Maintenant, pour rentrer un peu plus dans le détail, je vous invite à vous partager mon écran. Oui, on s'en va partager ça, cet bel écran-là. Alors, je vais passer en plein écran. Alors, voici le titre, hein, l'été qui vous fera changer d'avis sur la canicule. Moi, j'ai envie de vous parler aujourd'hui du design bioclimatique. Alors, pour comprendre le mot bioclimatique, bio, c'est la vie, et climat, c'est tout ce qui va être en rapport avec le climat. Et j'inclus ce design selon les principes de la permaculture. Donc, un des premiers principes de la permaculture, c'est la bonne question à se poser, c'est comment créer une relation judicieuse d'éléments entre eux. Ce qui induit en fait qu'un élément va être connecté avec plusieurs fonctions. Donc, la Mhm. fonction qu'on recherche, c'est d'avoir un élément qui va faire de l'ombre, mais qui va aussi pouvoir peut-être préserver de l'ombre pour nous, les humains, mais aussi peut-être pour des plantes ou pour différents espaces. Peut-être que ça va faire de l'ombre à l'intérieur de la maison, comme ça va faire de l'ombre sur une terrasse aussi. Donc, on peut trouver cet avantage-là avec un arbre. Donc, si on prend l'exemple d'un arbre, dans un habitat bioclimatique, une maison passive, en haut à gauche, on voit qu'il y a une avancée de toiture qui va faire en Oui. sorte qu'en plein été, le soleil ne touche pas la baie vitrée. On s'assure de ça. C'est vraiment important de ne pas faire rentrer le soleil en plein été. C'est ce qui permet de limiter au maximum l'entrée de la chaleur. D'ailleurs, avant même de partir sur une avancée de toiture, si vous n'êtes pas en construction neuve, mais vous êtes simplement chez vous, ne serait-ce que simplement tirer les rideaux permet de réduire de 30 à 40% l'apport de chaleur qui va rentrer dans votre maison parce que juste la fenêtre qui en plein été va être exposée au soleil peut faire entrer trop de soleil. Oh oui. 30 à 40% d'économie de chaleur, c'est-à-dire c'est peut-être Eh, déjà c'est 3-4 degrés de gagné juste en ayant tiré le rideau. c'est quand même L'inconvénient de beaucoup, tirer là. le rideau, c'est que oui, on perd en luminosité et on a un peu tendance à vouloir allumer la lumière. Donc, il faut trouver l'équilibre. Et pour trouver l'équilibre, c'est certain que mettre des stores, comme on peut voir sur l'image en bas à gauche, on voit différents stores qui font qu'il y a le soleil. Et au lieu d'avoir une très grande avancée de toiture, cette grande avancée de toiture est découpée en petits morceaux tout le Mhm. long de la fenêtre pour faire rentrer la luminosité, mais pas le soleil direct. Ouais. Sinon, l'idéal, moi, ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est avoir un arbre qui ne va pas avoir trop de feuilles en bas, mais qui va avoir des belles branches à la moitié de la maison, voire au-dessus de la maison, pour assurer de masquer l'ensoleillement en plein été. Et en hiver, les feuilles vont tomber, donc ça va favoriser l'ensoleillement avec le soleil qui va être plus bas. Alors justement, le soleil plus bas, comment ça se fait qu'il est plus bas le soleil? Eh bien, en été, on a un angle de degré qui est environ 70 degrés pour la latitude à 45 degrés nord, et on va avoir un angle du soleil en hiver à 23 degrés. Donc le soleil va être Wow. beaucoup plus bas en plein hiver. C'est d'ailleurs pour cette raison-là qu'il fait plus froid, c'est parce que comme le soleil est plus bas, il a plus d'atmosphère à traverser, donc c'est pour ça qu'il fournit moins de chaleur. Alors que quand il est en plein été, l'incidence va arriver pour pénétrer l'atmosphère sera plus forte, donc Mhm. il va être moins ralenti, il y aura moins de nuages qui vont le ralentir, donc c'est pour ça qu'on a plus de chaleur qui rentre en plein été. Avec une petite inertie évidemment, parce que l'atmosphère et la Terre apportent un peu cette inertie. Alors je parlais justement d'ensoleillement, on se rend bien compte que c'est vraiment important de mettre des avancées de toiture ou des volets, des rideaux, Oui. des volets roulants. Alors c'est sûr, quand je parle de volets à des Québécois, ça leur paraît très étrange. Oh, mais c'est Mais, cool. mais pour la France, c'est quelque chose de tout à fait normal. Pour l'Europe, c'est tout à fait normal. Il y a plein de personnes du sud au nord, tout le monde met des volets. C'est quelque chose de très sensé. En Amérique du Nord et peut-être même en Amérique, c'est quelque chose
Les volets. Ça n'a pas l'air très commun. Mais les volets se sont envolés. Ils ont l'air plus fins, ils ont l'air plus smart un peu que l'Amérique du Nord, qui n'utilise pas de volets. Les volets se sont envolés à une certaine époque et je sais pas, ils ont décidé qu'il y avait plus d'utilité, mais des volets ont une très belle utilité. Et c'était à l'origine, les volets existaient sur nos habitations. Je sais pas pourquoi ils ont disparu, mais ils sont partis. Ouais, j'ai vraiment envie de mener mon enquête. Un jour, je rêverai. Ça fait 2 ans que je me pose cette question-là. Fait qu'on part une enquête, Goulven. La recherche des volets perdus du Québec. Ah oui, vraiment. Écoute, moi, la fois où j'en ai vu dans la centre-ville de Montréal, j'étais tout content, je me suis approché comme si c'était une bête étrange, puis j'arrive près du volet en me disant waouh, c'est génial, comment ils ont fait ça, tout ça. Puis plus je me suis approché, puis à un moment donné, je vois des vis, puis je vois pas les gonds pour pouvoir faire tourner le volet, ouvrir et fermer le volet, je vois que des vis qui ont vissé les volets, c'était esthétique. Ça n'avait pas d'utilité. La plupart des maisons maintenant ici au Québec sont comme par décoration, effectivement. Donc on voit cette avancée de toiture là, j'enchaîne un peu. Là, ce qui est important de prendre en compte lorsqu'on fait une avancée de toiture, c'est de calculer à partir du 1er mai à midi. On voit que c'est une maison très simple, hein, sur un projet sur lequel je suis en train de travailler en ce moment, qui permet juste d'imaginer quelle est la quantité d'avancée de toiture qu'il va falloir installer. Il est judicieux de ne pas prendre l'avancée de toiture qui va répondre uniquement aux besoins du 21 juin, en plein été. Parce que ça va être une journée seulement. Oui. Faut prendre en compte un petit peu aussi dès qu'il commence à faire chaud. Donc, dans le sud de la France, on va prendre à partir du 1er mai. C'est pour ça qu'ici, dans ce tableau-là, on voit le petit encadré qui nous présente le 1er mai à l'heure de midi. Et l'avancée de toiture que vous voyez en bas, donc c'est exactement la même maison avec une avancée qui fait 1,30 m. Mais il est probable que vous, dans votre climat, si vous n'avez pas trop de chaleur qui rentre dès le 1er mai, peut-être que ça va être le 1er juin, vous pouvez avoir une avancée de toiture qui va faire seulement 1 mètre au lieu de 1,30 m. Et ce 1,30 m, on peut très bien le découper en morceaux pour pouvoir le mettre tout le long de la fenêtre ou mettre un arbre. Et qu'est-ce que ça donne quand on a une grande avancée de toiture? Là, on a une hauteur qui fait à peu près 9 mètres de haut pour cette maison. Donc, on a une flèche donc de l'avancée de toiture qui fait 5 mètres de longueur. Wow. Ce qui fait qu'en plein été, la façade est complètement à l'ombre. Pourtant, quand on est dans la maison, il y a une luminosité extraordinaire. On n'a vraiment pas du tout besoin d'allumer une lumière. Même dans la cuisine, en train de travailler à découper des légumes, il y a suffisamment de luminosité pour pas avoir à travailler avec une lampe qui va nous éclairer ce qu'on est en train de faire. Et ça, c'est vraiment magique. Donc ça, c'est la maison de Pierre Pralu, de l'agence Triab, à Seillan, dans le sud-est de la France. C'est pour ça il fait super chaud en été, donc c'est pour ça qu'il a mis autant d'avant-garde sur cette avancée de toiture qui donne vraiment ce cachet esthétique à cette maison. Ouais, c'est vraiment extraordinaire et comme tu disais tantôt, là, ça capte vraiment toute la luminosité possible sans faire entrer le soleil avec cette avancée de toiture-là et c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, on va chercher quand même l'éclairage, on va chercher l'équilibre de l'air aussi, de la chaleur. Donc, c'est vraiment... Exact. Wow. Il y a quelque chose qu'on voit pas très bien sur l'image, sur la photo, mais en fait, il y a des rideaux aussi à l'intérieur de la fenêtre. Parce que parfois, il y a trop de luminosité qui rentre, ou aussi quand le soleil va pour aller se coucher à l'équinoxe et en hiver, il y a besoin de se protéger un peu du soleil qui, par moment, va rentrer quand même par rapport à l'avancée de toiture qui ne sera pas toujours optimale, hein, parce que la rotation de la Terre et du soleil font que on n'arrive pas à avoir tout le temps tous les angles à être protégé. Donc, c'est important d'avoir des rideaux qui soient accessibles. Et s'ils ne sont pas accessibles, parce que là, comme dans cette maison, c'est vraiment trop haut, d'avoir des systèmes avec des chaînes ou avec des cordes et des poulies pour faire ouvrir ou fermer le rideau facilement. Et d'avoir à faire une petite révision mécanique tous les ans pour éviter que ça casse. Alors, je compare juste un petit peu avec l'hiver, où en plein hiver, on va avoir ce soleil plus bas qui va pénétrer dans la maison, dans lequel on va pouvoir stocker la chaleur. Alors, je parle de l'hiver et c'est pas pour une mauvaise chose, c'est parce que si ça fonctionne en hiver, ça peut aussi fonctionner à l'inverse en été. Oui. Donc, si en plein hiver, il va y avoir le soleil qui va pénétrer la maison, on va stocker la chaleur dans de la masse thermique. La masse thermique, ça va être de la céramique ou ça peut être aussi de la brique de terre crue. Donc là, on est dans le fond d'une maison. Les amis qui sont présents ici de l'association Éco-Bâtisson sont en train de visiter cette maison en béton de chanvre et en brique de terre crue. Eux, ils sont dans la partie nord de la maison. La partie sud est sur la droite. Et donc, l'ensoleillement arrive
évidemment du sud et va se stocker dans la brique de terre crue. Et cette brique de terre crue en plein été, comme il y a une grande avancée de toiture, qui pareil de la même façon que j'avais calculé à l'époque pour m'assurer qu'il n'y ait pas d'ensoleillement trop important du 1er mai jusqu'au 10 septembre à peu près, et ben toute cette fraîcheur qu'on va préserver en évitant d'ensoleiller cette brique de terre crue, et ben cette fraîcheur va s'accumuler dans la brique. Et grâce à une surventilation, on parvient à une surventilation nocturne, on parvient à rafraîchir en permanence cette brique de terre crue qui va faire quelque chose de magique, elle va climatiser passivement la maison. Oui, une brique, juste une brique. Pas la brique cuite, hein, la brique crue. Ouais. Et là, ça veut dire que c'est de la terre, mélangée avec un peu d'argile et de la terre. Et dès qu'elle est homogène et qu'elle tient, c'est ce qu'on peut appeler une brique de terre crue ou une brique de terre compressée. Et elle a pour propriété d'être capable d'absorber une grande quantité d'humidité dans la maison, une grande quantité de chaleur en hiver et une grande quantité de fraîcheur en été. Ce matériau est magique, il fonctionne en parfaite homogénéité avec nos besoins humains. Oh. C'est-à-dire que quand nous on a trop d'humidité, on dégage trop d'humidité, la brique de terre crue va la stocker. Et dès qu'on diminue et qu'on retombe en dessous de 45% d'humidité, la brique de terre crue va la relarguer. Elle va restituer cette humidité pour pouvoir nous maintenir dans un niveau de confort qui sera toujours entre 45-50% d'humidité à 60% d'humidité. C'est vraiment très idéal. Extraordinaire, oui. Et en été, elle va relarguer beaucoup plus d'humidité, donc ça va être plus rafraîchissant parce qu'il y aura le fait que ça soit un petit air finement humide avec le petit ventilateur qui va tourner au-dessus de nos têtes va nous rafraîchir de façon passive, ou avec s'il y a un ventilateur, c'est un peu actif, mais c'est un mouvement d'air qui est relativement léger et qu'on peut très bien changer par d'autres systèmes de ventilation passifs. J'ai pas encore noté tous ces systèmes de ventilation. On en reparlera, je pense, dans une prochaine chronique. Alors j'avance un petit peu. Yes. Là, c'est pour l'ensoleillement en plein hiver. Donc là, on est 18 décembre à midi à peu près. Et là, on voit l'ensoleillement de la maison qui baigne vraiment la maison. Et on voit sur la maison à droite, dans la fenêtre à droite, vraiment complètement à droite, on voit que il y a un peu d'ensoleillement qui va toucher le mur du fond d'une chambre. Mm-hmm. Et avec ma cliente avec qui j'ai travaillé là-dessus, on s'est dit, mais c'est là où on va placer le lit qui va être à une certaine hauteur, plus les oreillers. Et là, on se dit, ah ouais, mais là, sur ce mur-là, c'est pas intéressant de mettre la brique de terre crue ou un mur de masse, parce que ce mur-là, il va jamais être véritablement ensoleillé, même si on voit qu'il y a du soleil qui va le toucher. Le fait qu'il y ait tout le temps un lit avec des oreillers dessus, eh ben, ça va faire trop d'ombre pour que l'ensoleillement puisse stocker les calories dans le mur. Donc, on s'est dit, c'est pas intéressant de partir sur un mur de masse sur cette façade-là. Seulement sur le sol avec éventuellement de la céramique ou un sol en béton, par exemple. Pour avancer encore un petit peu avec l'hiver, donc c'est la première maison qu'on a vue tout à l'heure de Pierre Pramy, qui, elle, dès 8 heures du matin, il y a toutes les feuilles des arbres qui sont tombées. On le voit d'ailleurs sur l'arbre qui est à droite, qui a perdu ses feuilles, ce qui fait que l'ensoleillement traverse l'ombre des arbres et vient baigner la maison de soleil dès 8 heures du matin. Donc, c'est ça l'alternance hiver-été qui permet de changer complètement la donne. Et pour s'assurer de prendre en compte l'ensoleillement, eh ben, on va identifier la course du soleil. Donc, on prend l'image en haut à gauche et on voit que on a la grande courbe qui va être le solstice d'été, qui va commencer nord-est-est, hein, qui va commencer derrière la maison et qui va faire un tour complet pour pouvoir finir nord-ouest-ouest. Tandis qu'on a l'équinoxe qui fait pile poil est-ouest. Et on va avoir le solstice d'hiver qui va être beaucoup plus en avant, qui va être la petite courbe jaune clair, qui elle va être sud-est-est. Et va finir à ouest-sud-sud. Enfin, pardon, sud-ouest-ouest. Enfin bon, vous voyez un peu le dessin, donc c'est plus clair que ce que moi je dis. Donc ça veut dire que en temps normal, quelqu'un qui recommence une mise en place avec un nouveau terrain ou peu importe, ou on prend en considération vraiment tout ça, le soleil, la façon, l'équinoxe, les températures, indispensable. Donc de même, on va aller chercher le maximum de peu importe la saison qu'on a, le temps dans le soleil même, on va aller chercher le maximum d'énergie solaire possible. Et ça, cette courbe là du soleil sur la maison,
elle n'est pas évidente à se représenter quand on est chez soi déjà tout de suite. C'est comme il faudrait prendre des calculs, savoir où est la boussole pour pouvoir essayer d'identifier tout ça. Même si vous avez un plan et vous pouvez le mettre par-dessus, c'est quand même très pratique parce que c'est très visuel, vous le voyez vous-même sur ce dessin-là. Mais vous pouvez le faire en ajoutant par-dessus une carte Google Maps, par exemple, en téléchargeant et en achetant l'application Sunseeker. Sunseeker, c'est comme le suiveur de soleil. OK. Et il y a une concurrente qui s'appelle App Sun Survivor. Oh my god, je ne sais pas le prononcer correctement. On mettra le lien, on va le trouver. Ouais, j'ajouterai le lien, on ajoutera le lien par la suite. Et c'est vraiment des applications qui sont magiques parce que vous pouvez mettre comme fond de carte votre plan de maison à vous ou n'importe où ailleurs si vous souhaitez construire sur un futur terrain, vous dire comment est l'ensoleillement sur ce futur terrain. Et ça permet, j'aurais pu vous mettre des images, je vous ferai ça la prochaine fois. Ça vous permet d'identifier où va se lever le soleil, où est-ce qu'il va se coucher, et si prendre en compte peut-être des masques solaires très importants comme des arbres ou des montagnes, ou pourquoi pas un immeuble aussi, ou votre voisin. Comme on peut le voir sur l'image en bas à droite, on voit que la zone constructible, elle est dans la partie délimitée par des petits pointillés, et on voit que l'ombre de la maison qui est en avant va faire de l'ombre et va faire un petit peu d'ombre avec ce sommet de toiture qui va être un peu surélevé, qui va faire qu'en plein hiver, à midi, il y aura une ombre. L'ombre du soir ne va pas gêner la maison, l'ombre du matin sera suffisamment éloignée par rapport à la zone constructible de la maison. Donc on se rend bien compte que ça va être uniquement à midi, en plein hiver, où il va y avoir 1 mètre de soleil qui ne va pas pénétrer la maison. Donc c'est vraiment quelque chose d'important d'avoir à prendre ça en compte. Et on peut l'imaginer aussi toujours avec l'application de Sunseeker, où on peut avoir une vision réalité augmentée, où on a notre appareil photo qui s'ouvre et qui permet de visualiser où se trouve l'ombre exactement, là où on se situe avec notre téléphone dans la main, dans la zone constructive. Alors tout à l'heure, je parlais aussi de ventilation. Pour prendre la ventilation la plus naturelle qui existe, on va prendre aussi en compte le vent. Alors le vent, en hiver, ou si c'est un vent majoritaire, il va rafraîchir la maison. Donc on va s'assurer de mettre plutôt des masques avec des arbres pour faire en sorte que le vent puisse sauter au-dessus de la maison, ou soit détourner sur les côtés. Pour cette raison-là, c'est intéressant, mais pour l'hiver, par contre pour l'été, on a envie qu'il soit plutôt favorable. Donc comment réussir à essayer d'équilibrer le besoin d'hiver et d'été? La bonne chance, c'est que souvent le vent, il vient pas tout le temps du même endroit en été comme en hiver. C'est très variable selon chacun, évidemment. Mais c'est essayer d'identifier d'où vient le vent et le prendre en compte pour pouvoir le faire rentrer dans la maison et créer une ventilation. Donc on peut faire en sorte qu'en hiver, on évite qu'il surchauffe, qu'il mange les calories de la maison en faisant sauter le vent au-dessus de la maison. Par-dessus. Pour éviter qu'il mange les calories comme on peut le voir sur l'image d'en haut. Alors on peut aussi même prolonger le toit de la maison pour pouvoir faire en sorte de le faire sauter à nouveau. Si je reviens un peu en arrière, ce qui est intéressant aussi dans l'image en bas à gauche, c'est les angles de vue paysagères. Comment s'assurer aussi d'avoir des angles qui vont favoriser pas que l'ensoleillement, pas que le vent, mais aussi les vues. Il y a des vues qui sont magiques sur la forêt, sur des paysages, donc les prendre en compte. Et j'avance un petit peu sur le vent. Maintenant, c'est sur la disposition un peu des différentes pièces dans une maison. Il y a des personnes qui vont préférer se lever le matin avec le soleil, donc ils vont plutôt mettre des chambres à l'est, donc à droite. Et d'autres personnes comme moi qui suis plutôt tendance à me coucher un peu tard, je préfère moi avoir une chambre à l'ouest pour pouvoir profiter du soleil jusqu'à tard le soir. C'est quelque chose ça fait partie de ma préférence. Et on va mettre les pièces de jour en avant de la maison avec le séjour, la cuisine et la serre. La disposition cuisine-séjour, c'est vraiment très variable selon chacun. La serre, évidemment, elle sera essentiellement au sud. On peut un peu la faire déborder sur l'est ou l'ouest, mais essentiellement au sud, évidemment, c'est de là que vient le soleil. Et le cellier, la salle de bain, les salles de bain, c'est quand même le mieux qu'elles soient entre les chambres. Ça permet de dissocier phoniquement les deux chambres. Oui. Mais ça permet aussi de rapprocher le cellier de la cuisine. Donc ça, c'est une disposition qui est suggérée, évidemment. On voit bien d'ailleurs que ce sont comme des dessins, des petits cercles qui permettent de disposer les espaces qui s'embriquent l'un dans l'autre, et ça permet d'identifier aussi les cheminements entre ces différentes pièces-là. Et pour avancer un peu sur cette canicule, ce qui est important dans une maison,
c'est de faire rafraîchir la maison. Donc, ce qu'il peut y avoir tout autour de la maison, c'est de l'eau. Parce que l'eau, lorsqu'elle s'évapore, elle va rafraîchir l'espace. Et si on a un couloir comme on voit à gauche, on va avoir le vent qui va pouvoir s'engouffrer dans ce couloir, prendre un peu l'humidité et rafraîchir un peu en permanence cet espace-là. Sinon, si on n'a pas de couloir, on peut très bien avoir des petits jets d'eau. Bon, c'est sûr que ça fait beau grand jardin. C'est un peu les jardins à la mexicaine, espagnole, marocaine. Les Perses faisaient ça aussi. Enfin bon, tous les milieux où il fait chaud, tout le monde utilise un peu l'écoulement de l'eau pour rafraîchir. Oui, effectivement. Même dans les jardins qu'on voit ici à Montréal, il y a plein d'endroits où il y a de l'eau pour pouvoir justement rafraîchir et faire en sorte d'asperger un peu de l'eau pour qu'il y ait de la vapeur d'eau qui nous rafraîchisse. Ce qui est intéressant aussi, en bas à droite, on voit un couloir, pardon, pas un couloir, mais une allée qui va être couverte par de la végétation pour pouvoir rafraîchir au maximum l'allée pour pouvoir marcher à l'ombre. Parce qu'en été, on veut absolument marcher à l'ombre. On veut pas on veut pas se griller même juste simplement en marchant dans son propre jardin. Ce qui va être intéressant aussi, on parlait d'ombrage, comment faire une ombre lorsque la maison est déjà construite. Moi, je vous invite à installer des voiles. J'ai une grande préférence personnellement sur les voiles qui vont être triangulaires, ou si elles sont carrées, elles sont un peu déformées. Sur ce carré, il y aura une des branches qui va être un peu plus allongée. Et pourquoi triangulaire? C'est parce que le vent a plus de mal à avoir de l'emprise pour gonfler la voile lorsqu'elle est triangulaire. Le vent glisse plus facilement pour s'évacuer. Les points, on le voit sur l'image de gauche, les points sont pas parfaitement à l'horizontale. Hein, on a vraiment une forme un peu penchée de façon à que le vent ne puisse pas s'engouffrer d'une certaine façon pour arracher la voile. Parce que ça reste une voile. Hein. Oui, effectivement. Comme bateaux, ça peut se gonfler et arracher le poteau. Oui. Et on voit à droite que c'est vraiment très pratique pour pouvoir avoir un nouvel espace pour manger dehors. Donc c'est vraiment généreux d'avoir à profiter de cet espace extérieur. Et évidemment, un parasol, c'est génial, mais de façon plus pérenne, on aura moins souvent à l'enlever et le remettre. Ce serait ces voilages qu'on peut mettre au-dessus du toit. Ou carrément créer une pergola, une trail, qu'on peut mettre à l'extérieur sur un espace qui va être dédié, avec des voiles comme des rideaux sur tous les côtés si on veut se limiter un peu le soleil qui vient de côté. J'imagine que le rideau qui est à droite va être surtout essentiellement du côté ouest, qui va créer un peu de surchauffe au coucher du soleil. Mais on pourrait en avoir aussi des voiles sur les quatre faces sur les côtés pour avoir une certaine intimité ou même simplement, s'il y a trop de vent, ça permet de couper un peu le vent. Donc c'est trouver l'équilibre. Et comme ce sont des rideaux qui s'ouvrent autant en toiture que sur les côtés, ça permet vraiment d'alterner le voilage pour pouvoir optimiser ça au maximum. Donc toujours cette allée avec l'ombre, on peut avoir aussi un système d'ombrage comme une pergola bioclimatique mécanique. On va avoir des lattes en aluminium qui peuvent bouger mécaniquement avec une manivelle ou ça peut aussi, il y a des systèmes qui ont été développés à l'époque où c'est même avec un changement d'état de phase du gaz où dès qu'il fait trop chaud, tac, ça se ferme tout seul. Ça c'est pratique. Oui, effectivement, ça c'est vraiment pratique. Wow, ça fait beaucoup d'informations, mon ami, hein? Oui, hein, mais c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'images. Wow. Écoute, ça roule, tout ça pour amener plein de solutions pour justement s'harmoniser avec le climat. C'est vraiment extraordinaire, mon ami. Là, une petite image d'une dame qui est en train de cultiver sur son toit de maison. Donc, avoir une toiture végétalisée, ça évite d'avoir à faire surchauffer sa maison parce que une immense quantité de la chaleur va être accumulée ou va être réfléchie par les plantes qu'on va avoir en toiture. Ces plantes-là, d'ailleurs, on pourrait très bien avoir des plantes aussi en façade sud de la maison qui va réduire un peu la réflexion de solaire qui va être juste devant la façade de la maison. Si on n'a pas d'arbre, par exemple, on a juste de la verdure. Mettre de la végétation qui va avoir une déclinaison entre la fenêtre et le sol va faire en sorte que la réflexion solaire va rebondir au-delà de la maison et va pas trop réfléchir de surensoleillement en plein été. Donc ça, c'est vraiment des choses toutes simples. Ça, c'est pour rappeler aussi mettre une mare, mettre de l'eau autour d'une maison, parce que dès qu'il y a de l'humidité autour d'une maison en été, ça permet vraiment de la faire réfléchir en jouant beaucoup plus sur la ventilation. Et si on prend l'exemple du Japon, de la Chine,
Et ils sont vraiment en train de développer de plus en plus des villes entières avec des arbres dans les immeubles de partout. Il y a un projet en Chine où ils sont en train de planter une centaine d'espèces de plantes et plus de 4000, non, c'est plus que ça, 400 000 arbres dans une ville entière, et à plusieurs étages. C'est-à-dire qu'ils vont concevoir de A à Z une ville où il va y avoir des arbres et des plantes à tous les étages. C'est extraordinaire. C'est complètement extraordinaire. Et ça, c'est réel, hein, ce que vous êtes en train de voir. Là, oui. C'est déjà en place, ça se fait déjà en place. C'est assez magique. Alors, il y a un petit bug d'image sur la droite, excusez-moi pour les enfants, ça c'est les images d'office qui est fournie. Là, à gauche, on a une hacienda espagnole où on a une fontaine qui va être placée au milieu de l'intérieur de la maison qui va permettre de faire de l'humidité, de rafraîchir, et on va avoir des avancées de toiture et des balcons qui vont faire de l'ombre. Et donc, on va pouvoir toujours circuler à l'ombre en plein été. Et s'il fait très chaud, l'humidité va pouvoir circuler dans les couloirs et rafraîchir un peu l'ensemble des pièces. Et je parlais de la hauteur de l'ombre. Si vous avez des panneaux solaires, évidemment, il faut calculer l'ensoleillement et la hauteur de l'ombre par rapport à la hauteur de l'arbre pour éviter de masquer les panneaux solaires que vous allez avoir sur votre toiture. Donc, voilà, beaucoup d'informations, c'est certain. Je vais arrêter mon partage d'écran, je vais revenir avec vous. Désolé pour la mise en abîme. Mais voilà. Non, il retourne comme ça. Oui, beaucoup d'informations, mais de l'information enrichissante au pas possible pour moi, parce que c'est toutes des choses que ce que t'as amené aujourd'hui, Goulven, il n'y a rien de sorcier là-dedans. Là. C'est ce qui est quand même de plus extraordinaire. Là. Ça prend pas. Écoutez, moi je suis en train de lire en ce moment un livre qui a été écrit par des Montréalais. Et ça a été écrit en, attendez que je retrouve la date, 79. Le livre des maisons solaires de Donald Watson, 79. Et celui-ci, c'est l'habitat bioclimatique de Roger Camo et Donald Watson. Donc, vous pouvez le voir ici. Là. Je l'ai emprunté à la bibliothèque. Il a été écrit en 79. et celui-ci, 76, je crois. 76. Enfin, vous comprenez que ça fait longtemps. Je suis là. Mauvaise manipulation. Là, okay. Donc, pourquoi je vous parle de ça, c'est pour vous dire que oui, il n'y a rien de sorcier, il y a rien de nouveau. Le livre, il est 79, il est sorti dès qu'il y a eu un peu la première crise pétrolière dans ces années-là, dans les années 74-75. Et dedans, il y a plein d'astuces de comment gérer l'été, l'hiver, l'isolation, la ventilation. Bon, ça manque un peu d'informations parce que le bouquin, il est un peu ancien et que quand on combine toutes les infos avec le livre de Samuel Courget et Jean-Pierre Oliva, La conception bioclimatique, c'est aussi un livre extraordinaire et extrêmement enrichissant. Lisez-le. Si vous avez un projet de construction de rénovation, achetez-vous ces bouquins. Je peux vous assurer que... C'est de la bonne information. Tout est quand même, ça a déjà été mis en place. On peut aller chercher beaucoup d'informations. Et pour les gens qui veulent en savoir plus, ben vous savez, on a la chance, nous, d'avoir dans notre entourage actuellement un type qui s'appelle Goulven Bazir. Et c'est vraiment extraordinaire parce que si il n'y a pas l'information, lui personnel, il va vous la trouver, l'information. Je crois vraiment qu'on est dans une ère où ce qu'on peut améliorer et changer beaucoup de choses sans, on peut dire ça de même, sans mettre des efforts surhumains, là, juste vraiment des petites choses de qualité, des changements, et on peut amener cette harmonisation-là avec notre environnement beaucoup plus facilement qu'on pense. Exact. Wow. En fait, c'est que des choses qui sont sensées, et c'est ça qui m'intéresse, c'est de donner du sens à votre projet, à votre rénovation ou à votre construction de maison, m'assurer que vous puissiez tendre vers une autonomie énergétique, alimentaire, et même en eau si c'est possible. Et pour ça, énergétique, ça veut dire comprendre les phénomènes qu'il y a autour de nous et essayer de trouver des solutions qui vont être passifs, c'est-à-dire qui vont pas consommer d'énergie, ou s'ils en consomment, trouver des systèmes qui vont être résilients, qui vont avoir une bonne durabilité de vie dans le temps, qui vont être faciles à entretenir, faciles à restaurer ou à remplacer dans le temps. Par exemple, le solaire photovoltaïque, ça a une durée de vie de 25-30 ans. On va favoriser ce genre de système-là par rapport à un autre appareil comme une pompe à chaleur ou thermodynamique, qui, elle, va avoir une durée de vie de 8 à 15 ans, et ce qui va être beaucoup plus courte, mais qui va être climatisée, certes. Mais est-ce qu'on peut trouver des éléments passifs, comme la brique de terre crue, comme je vous l'ai décrit tout à l'heure, qui consomment zéro énergie, qui est en parfaite homogénéité
ça devient de l'extase, quoi. C'est magique. On n'a rien à faire. La brique, elle fonctionne toute seule. Merci. Hey, Goulven, écoute, le temps passe extrêmement vite. On va être obligé de continuer à une autre chronique Cohabiter avec la nature. De l'information intéressante. C'est vraiment extraordinaire. Merci, les amis, d'avoir été à l'écoute. Moi, je vous dis, à la semaine prochaine pour une autre chronique Cohabiter avec la nature avec mon ami Goulven. Donc, c'est un plaisir de l'accueillir avec tout l'information qu'il peut nous apporter. Et suivez les liens des émissions. Vous allez voir sur chaque direct que vous avez les liens des sites web, Solutions ERA, Goulven Bazir, etc. Vous pouvez aller le consulter très, très, très facilement. J'ai un nouveau site sur Facebook, Observe ta nature. Observe ta nature. Tapez dans Facebook, dans le moteur de recherche, Observe ta nature, et vous allez pouvoir avoir une nouvelle page professionnelle qui va décrire l'ensemble de mes activités actuellement. Et donc, pour les gens qui régulièrement les plans de mes clients, de mes conférences, je vais vous partager un maximum de choses, et évidemment aussi l'émission que je partage avec vous, avec Mario, tous les mercredis. Hey, merci Goulven, je te souhaite une excellente journée. Merci Mario, merci Nous, on à chacun. Merci dans quelques minutes, on se revoit pour une autre chronique, les chroniqueurs sur les ondes de l'émission quotidienne Les Voix du Cœur. Ciao, ciao les amis!